Tour Mexicali, Mike November Papa, démarrage des moteurs. Pour son tout dernier vol, un Boeing 727 vient d'être autorisé à décoller. Je vous informe que Big Flo circule sur la piste. Big Flo circule sur la piste. Le plan de vol a été soigneusement préparé et le voyage ne devrait pas durer plus de 40 minutes. Je commence le virage d'approche finale. Pour les besoins d'une expérience unique, cet avion va se crasher. 8 km, 609 mètres d'altitude. Délibérément. Sortez, sortez, sortez! Les parachutistes ont sauté. 6 km jusqu'au point d'impact. Ce sera l'aboutissement de 4 années de travail et de préparation minutieuse, Jim Bob a quitté son siège. où chaque geste a été répété de très nombreuses fois. « 3 km. « 1 km et demi, 121 mètres d'altitude. » Tu prends un taxi jusqu'à l'aéroport? Une équipe composée de scientifiques, de pilotes d'essai et d'experts du monde entier s'est réunie pour mener à bien un projet audacieux. Tout dépend du résultat final. Tout le reste n'aura servi à rien si on ne réussit pas. C'est une expérience unique que de pouvoir observer l'avion à l'avance et de le regarder s'écraser. Ils vont acheter un appareil, l'équiper avec du matériel ultramoderne, puis le laisser s'écraser. Des voitures, on en écrase tout le temps, mais on ne fait pas ça avec des avions juste pour voir si on peut les rendre plus sûrs. C'est ça qui rend cette opportunité si unique. Mon oncle a été tué lors d'un accident d'avion quand il était dans la marine. J'en subirai toujours les conséquences. Baissez la tête! Restez baissés! Baissez la tête! Restez baissés! Les crashs aériens sont de plus en plus rares. Et les seules images que l'on possède sont celles filmées après les accidents. Pour les experts chargés de les décrypter, l'épave ressemble à une scène de crime, où chaque morceau de métal est un indice de ce qui s'est passé. L'un des plus grands défis est de comprendre pourquoi certains passagers survivent alors que d'autres périssent. Quels enseignements peuvent être tirés de toutes ces petites décisions prises par les survivants? J'étais une fiancée heureuse, sans problème, qui partait en vacances. Nous sommes tous montés à bord de l'avion de manière très enthousiaste. Il n'y avait aucun problème. Suzanne Lord, voyage de Istanbul à Amsterdam en 2009, avec son mari et ses 2 filles. Elle a été enregistrée au 11e rang. Je me suis dit, oh, on y est presque. Et tout à coup, il y a eu quelque chose d'étrange. J'ai regardé mon mari, puis c'était fini. On rentre dans l'avion, on s'installe, on attend qu'il parte. Hein. Donc, comme n'importe quel vol, il n'y a rien de particulier. L'avion décolle. Le 26 juin 1988, Jean-Marie Schreiber est invité sur le vol inaugural de l'Airbus A320 au départ d'Apsheim. Il est assis au premier rang. Et puis d'un coup, ça secoue. On regarde par les hublots et
Je me dis, c'est pas possible, c'est un avion tout neuf, il ne peut rien se passer. On voit les branches d'arbres à travers les hublots, donc là, on comprend qu'on est vraiment un petit peu bas. Et puis, bon, c'est fini, et on se demande comment ça va se terminer. Oh là là. Oh yeah. Tôt dans la matinée, grand-père est venu nous chercher. Et il nous a amenés à l'aéroport. David Birdmore embarque à Manchester, destination Corfou, 1985, rang 13. 3h30 plus tard, nous aurions dû être en vacances. On avait décollé depuis 10-12 minutes. Ils avaient commencé à servir les plateaux repas. Nick Stevenson s'envole de Londres pour Belfast en 1989. Rang 1, siège F. Et puis tout à coup, il y a eu un énorme bruit. Et en réalité, c'était le moteur qui s'était arrêté. Après le bruit, on n'a plus rien entendu sauf le vent siffler à côté de l'avion. C'est le seul bruit dont je me souviens. Et je me souviens aussi du pilote nous annonçant au micro « Préparez-vous à l'atterrissage d'urgence ». Cette expérience unique permettra de répondre aux interrogations que nous nous posons tous quand nous prenons l'avion. Quelle place choisir? Doit-on écouter les consignes de sécurité? Doit-on se recroqueviller, baisser la tête? Autant de questions qui, lors d'un crash, peuvent faire la différence entre la vie et la mort. Les vestiges du 737 gisent dans la digue M1. Anne Evans est l'une des meilleures enquêtrices en matière de crash aérien en Grande-Bretagne. Elle a aidé à reconstituer ce qui s'était passé à Lockerbie, ainsi que lors d'une douzaine d'autres accidents dans le monde entier. C'est très important pour les proches ainsi que pour les voyageurs de comprendre les causes d'un crash et de communiquer là-dessus. Cela fait partie de notre travail. Cette fois, le rôle d'Anne est de conseiller l'équipe. Son objectif est d'imaginer le meilleur crash possible qui permettra de récolter un maximum de données scientifiques. Dans sa longue carrière, ce sera la première fois qu'elle sera témoin d'un crash aérien en direct. Nous aimerions que l'avion ne soit pas entièrement détruit. Nous ne voulons pas un atterrissage normal. Nous voulons qu'il soit plus grave que d'habitude, sans pour autant que l'avion soit pulvérisé. Parce que sinon, nous aurions tout perdu. La responsabilité de la partie la plus dangereuse de la mission, écraser l'avion, revient à une équipe chevronnée d'anciens pilotes d'essai américains. La première étape consiste à trouver l'endroit idéal où l'avion doit s'écraser. Nous sommes en train de vérifier la zone du crash ainsi que le terrain environnant pour obtenir une idée de la façon dont on va faire arriver l'avion. Tout dépendra du terrain. On ne peut pas faire autrement que de venir le vérifier nous-mêmes parce qu'il y aura une ou deux surprises auxquelles on s'attend grâce au tableau. Mais c'est absolument nécessaire de venir faire ça en personne. Après des mois de recherche, ils pensent avoir trouvé l'endroit parfait. C'est beaucoup plus grand que ça en a l'air. Un lac asséché dans le nord du Mexique, isolé, tout à fait plat, et un ciel constamment dégagé qui rend les conditions de vol idéales. Que pensez-vous de ça? C'est encore mouillé. Si les conditions restent les mêmes, le fuselage se cognera fort. Le nez de l'avion s'enfoncera dans le sol et engendrera une décélération beaucoup plus rapide, ce qui est la cause de la mort de beaucoup de passagers. Anne travaille sur l'hypothèse d'un atterrissage difficile et dur. Cela signifie que l'avion est arrivé de manière trop rapide, avec un choc trop grand. Dans ce genre d'atterrissage, la plupart des passagers survivent.
Nous souhaitons déterminer une vitesse de descente à laquelle les pilotes voleront et qui sera suffisante pour endommager l'avion. C'est ce que nous recherchons. Nous voulons un accident, mais nous ne voulons pas qu'il n'y ait aucune chance de survie. Sinon, ça ne serait pas intéressant pour notre expérience, ainsi que pour les données que nous espérons récolter. L'équipe de pilotes doit maintenant trouver l'appareil idéal. Rapidement, un modèle revient dans la discussion. Le 727 était en fait le premier avion de ligne à grande vitesse. Aujourd'hui, tous les avions de ligne s'en sont inspirés dans leur conception. Nous voulions acquérir un avion semblable à ceux utilisés aujourd'hui. Le 727 a le même fuselage et le même cockpit que les 737, qui font partie des avions de ligne les plus utilisés aujourd'hui. Mis au rencard dans un hangar de l'Oklahoma, l'équipe de pilotes arrive à trouver un avion pour 350 000 €. Ils le nomment Big Flo, en l'honneur de Florence, la grand-mère de Chip. À son âge, cet appareil ne devrait pas revoler. Mais il s'apprête à rentrer dans l'histoire de l'aviation. Il n'y a pas meilleure manière de se retirer de la scène que de continuer à faire des expériences pour le monde de l'aviation en ce qui concerne la sécurité et la survie. Alors, qu'arrive-t-il lorsque ces avions sont en bout de course, en fin de vie? Eh bien pour moi, c'est la meilleure manière de se retirer plutôt que de rouiller lentement dans le désert. 150 mètres, virage à droite, 160 degrés, 1800 mètres. L'équipe de vol, le jour du crash, sera constituée de 3 hommes. Ce sera la partie la plus risquée de l'expérience. Ils seront dirigés par un ancien pilote de 727, Jim Bob Slocum. Les pilotes aiment tous les Boeing. C'est un magnifique engin. Oui, c'est vrai. J'y ai passé 7 ans et demi et ça fait partie des meilleurs moments de ma vie. On y va. Jim Bob a déjà survécu à 3 crashs, dont une fois en sautant en parachute, ce qui est exactement ce qu'il aura à faire pour sortir de Big Flo. Commence maintenant 300 mètres par minute, configuration des manettes à gaz. Le pire serait évidemment que je meure, mais on va essayer d'éviter. Il est quasiment impossible de sauter en parachute d'un avion de ligne, car il y a un risque trop grand de se faire aspirer par les réacteurs situés près de la porte de sortie. Par chance, le 727 a la particularité de posséder une trappe au niveau de la queue sous les moteurs. C'est une issue qui présente moins de danger pour l'équipage. Voici ma plateforme de saut. À 750 mètres, j'aurai juste à faire 2 pas et à sauter comme si je plongeais dans une piscine. 1, 2, 3, go! C'est une sacrée pulsion d'air. On sera à 240 km/h. Si j'écarte mes bras, je pourrais facilement me luxer l'épaule. Ce n'est pas tous les jours que l'on a l'occasion d'être le dernier homme à bord d'un 727 qui va s'écraser dans les minutes qui suivent. Et c'est l'une des raisons pour lesquelles j'ai accepté ce boulot. C'est très excitant. Le pauvre. J'arrive pas à croire qu'on va lui faire ça. Mais c'est ainsi. Pour réaliser cette expérience inédite, le gouvernement mexicain a octroyé une autorisation spéciale. Une fois le crash effectué, l'équipe espère pouvoir répondre aux questions fondamentales que nous nous posons chaque fois que nous montons à bord d'un avion. Dans l'éventualité d'un manque d'oxygène, des masques tomberont automatiquement. Où devrais-je m'asseoir pour augmenter mes chances de survie? En cas d'atterrissage d'urgence, vous devez adopter cette position de sécurité et coller vos 2 pieds au sol. Quelle position adopter lors d'un crash éventuel? Nous vous prions de prendre quelques instants pour situer la sortie de secours la plus proche. Pourrais-je être évacué en toute sécurité? Votre personnel de cabine répondra à toutes vos questions sur la sécurité à bord. Tout cet exercice nous apprend des choses. Nous allons sacrifier un avion dans cette expérience, mais nous savons que c'est un appareil en fin de vie. Il ne lui reste plus beaucoup de jours, et en l'utilisant de cette manière, on peut apprendre beaucoup.
Placez votre pied gauche sur la deuxième marche, votre pied droit sur la troisième, juste là. Les pilotes sauteront à peine quelques minutes avant l'impact. Avancez de 2 pas et sautez. Plongez juste dans le vide. Oui, juste plonger dans le vide. Sans personne dans le cockpit, l'équipe a dû trouver un moyen pour piloter l'avion jusqu'à la zone d'impact. Il sera télécommandé et dirigé par ses câbles placés sous les sièges des passagers. Tu peux le refaire? Ils sont directement reliés aux pièces mobiles pilotant l'avion. Ça, c'est le cerveau moteur. Et ça, c'est ce qui le fait bouger. Barney Barnett travaille pour le ministère de la Défense américaine. Il construit des systèmes télécommandés pour leurs programmes de missiles. Il n'y a pas de système similaire à celui-ci. Son design, l'équipement électrique, tout ça, c'est moi qui l'ai conçu. Il invente un système qu'il espère capable de piloter Big Flo. Système enclenché. Ça ressemble en tout point à une télécommande d'aéromodélisme. Gauche. Manette à droite. La télécommande de Barney va permettre 3 manœuvres basiques. Le tangage, qui fait monter ou descendre le nez de l'avion. Le roulis, qui est une rotation de gauche à droite. Et l'accélération, qui contrôle sa vitesse. Ok, est-ce que tout le monde est content? Ça fonctionne bien? Donne-moi de la vitesse, du tangage et du roulis en même temps. Surveille l'accélérateur et moi je surveille d'ici. T'es prêt? Vas-y. Donne-moi mon chapeau. C'est le capitaine Chip Chanley qui est aux commandes du téléguidage. Il est issu d'une famille de pilotes de chasse. Il fait partie des rares personnes à avoir dirigé un avion par télécommande, mais aucun de la taille de Big Flo. La télécommande portative a une portée de 50 mètres. Ça fonctionne bien au sol, mais maintenant ils doivent la faire marcher dans les airs. Oui, nous sommes en route. Dog Charlie, prêt pour l'engagement? Chip et son copilote doivent suivre Big Flo dans un avion plus petit, un Cessna 337. Ce n'est pas un système de contrôle de haute fidélité. Ça va être très très lent. Et il va devoir beaucoup voler pour s'habituer à la réaction de l'avion par rapport à cette petite radio. Ça ne ressemble en rien à ce qu'il a pu faire voler auparavant. Mexicali, Mike November Papa, on monte à 142. On est en position, c'est quand vous voulez. Tout le monde est assis? On est prêt à y aller. Tout repose maintenant sur le succès de cette opération. Récepteur allumé. Et émetteur allumé. Ok, tenez-vous prêts. Ok, on y est. Ok, pas de réponse. Vérification de l'émetteur allumé. On ne doit pas être assez près. On décroche avant que je puisse me rapprocher. On a une portée très limitée, donc on doit être très très près afin de maintenir notre contrôle. S'il s'éloigne trop, la télécommande ne pourra plus guider l'avion. On fait de notre mieux, on est à 257 km/h et on s'écarte quand même. Big Flo est trop rapide pour le Cessna qui lutte pour le suivre. La télécommande est vite hors de portée. On va ralentir juste un petit peu pour être entre 200 et 209 km/h. Si Big Flo ralentit encore, il décrochera et tombera du ciel.
Jim Bob est obligé de le piloter en zigzagant afin de perdre de la vitesse pour qu'il se retrouve à une distance de 50 mètres du Cessna. Ok, on a réduit la distance de moitié, on recommence. Émetteur allumé. Point mort, interrupteur allumé. On y va. On peut virer à droite. Ok, voilà, léger virage à droite. Pas mal comme virage. Ok, voilà le virage à gauche. On y est. Ce gars nous pilote ça avec une petite télécommande d'un magasin de modélisme. Je suis ravi de l'avancée des choses. Voilà l'accélération. Parfait, parfait. On monte le nez, on se sépare et on reprend le dessus pour un certain temps. Oui, monsieur, reprenez le dessus et pilotez cette bête puissante. L'essai de la télécommande se révèle un succès incroyable. Mais le Cessna est trop lent. L'équipe va devoir le remplacer par un engin plus rapide. C'est difficile de suivre cet avion, il n'est pas assez rapide. Une fois qu'on l'a rattrapé, ça allait. C'est juste compliqué de maintenir la vitesse. Et on n'y arrivait pas. C'était un très bon plan, seulement on avait besoin de plus de puissance. Mais on n'a pas réussi. On n'y est pas arrivé. Le projet prend forme. Big Flo décollera de l'aéroport de Mexicali pour atteindre 1800 mètres. Puis il gardera une vitesse de 250 km/h. Minutes avant d'avoir atteint la zone d'impact, le mécanicien et le copilote sauteront de l'appareil en parachute, laissant Jim Bob seul aux commandes. Il devra ensuite descendre à 900 mètres. À ce moment-là, il laissera les commandes à Chip, qui dirigera l'avion à distance jusqu'à la zone d'impact. Jim Bob sautera à son tour en parachute, laissant Big Flo seul pendant les 3 dernières minutes de son vol. Au dernier moment, Chip augmentera la vitesse. Une vitesse de descente normale est de 180 mètres par minute. Mais ici, elle sera de 600 mètres par minute. Il doit parfaitement la contrôler. Une vitesse trop lente provoquerait un atterrissage musclé, mais une vitesse trop rapide pourrait pulvériser l'avion, détruisant tout à bord. Les derniers préparatifs sont en cours. Le gouvernement mexicain insiste pour que son armée, sa police et ses pompiers soient présents et prêts à intervenir. 5 minutes, 5 minutes. Vérification du rapport de situation avec Delta Sierra et Romeo Hotel, 5 minutes. Une équipe d'anciens militaires et de policiers arrive de Grande-Bretagne sous les ordres du commandant David Jones. Ce vent est-il normal pour ce type d'endroit? Oui, c'est normal. Anthony, c'est un vent assez fort pour sauter, non? Oui. Ça va être compliqué. Entre ce moment et l'impact, ils sont responsables de la sécurité de toutes les personnes au sol. Le moindre incident mortel mettrait un terme à l'opération. Le premier cas de crash serait qu'il arrive, monte et descend. Ça, c'est une première option. La deuxième option serait qu'il arrive, tourne, se prenne le vent et tourne sur lui-même. Dans la première option, il y aurait probablement un petit incendie. On peut agir immédiatement. Dans la deuxième option, il ferait des tonneaux et les projectiles ressembleraient à des boules de feu. La plus grande crainte de David Jones est que le 727 sans équipage perde tout contrôle au-dessus d'une zone peuplée. C'est la raison pour laquelle ils ont demandé à l'armée de fermer toutes les zones d'accès. La deuxième crainte concerne l'équipe près de la zone du crash. Là aussi, ils ont demandé une zone d'exclusion de 5 km autour de la piste.
Il risque d'atterrir un peu avant ou un peu plus loin. S'il atterrit un peu plus loin, ça ne pose aucun problème. Mais s'il atterrit un peu avant et qu'on se trouve là, les débris peuvent voler jusqu'à nous. Donc on devrait aller là-bas. Tu vois le virage? Je pense que ça devrait être au sud de la zone d'impact prévue. Donc plus en ligne droite entre ici et cette chaîne de montagnes. Pour s'assurer qu'ils peuvent aller aussi vite que le 727, l'équipe a un plan B. Voici la Marchetti SF-260, surnommée la Ferrari du ciel. Cet avion est très sexy. Il est à turbopropulseur, c'est-à-dire que c'est une combinaison d'un réacteur et d'une hélice. Donc sa performance permet de réussir à suivre la vitesse du 727. C'est agréable à regarder et très amusant à piloter. Ces scientifiques ont travaillé toute leur vie pour améliorer la sécurité des vols. Ils peuvent désormais transformer cet avion en laboratoire volant. Il peut arriver que des sacs soient trop lourds. Lors d'un accident, les compartiments de rangement supérieur risquent de s'effondrer et de tomber sur votre tête si vous êtes en dessous. Donc on place des sacs très lourds dans les compartiments de rangement pour voir ce qu'il se passera. Pour ce vol inédit, il faut des passagers exclusifs. Des mannequins de simulation d'impact. Chacun coûte près de 120 000 €. On le met en position de sécurité et on incline le siège. Sous leur peau synthétique se trouvent 32 capteurs de données. Ils nous diront s'il est plus sûr de se mettre en position de sécurité ou non. Mike, je t'envoie le câble, ok? De la tête à la queue de l'appareil, l'équipe va mesurer les forces gravitationnelles. Pendant le crash, il y a une sorte de force invisible qui touche tous les passagers à bord. Et nous devons trouver un moyen de comprendre et mesurer ce qu'elle représente réellement. La technique qu'on utilise pour ça est un accéléromètre. Elle mesure les forces allant en avant, de gauche à droite et de bas en haut. Le fuselage est divisé en 3 zones d'impact d'essai. Des accéléromètres sont installés en première classe, à côté du cockpit, au milieu de l'avion, au-dessus des ailes, et à côté des moteurs vers la queue. Ils révéleront dans quelle partie de l'avion les passagers ont subi la plus grande force d'écrasement. On met de la peinture sur ces mannequins, cela va nous donner les différents points de contact avec la surface de l'avion. Donc, si ce mannequin est propulsé en avant et heurte quelque chose, nous pourrons voir où il s'est cogné. Pendant le crash, Anne s'attend à ce que des sièges soient expulsés hors de l'avion. Elle veut savoir lesquels atterriront à l'extérieur. Les sièges sont numérotés sur la cabine juste au-dessus. Mais il n'y a pas de numéro sur les sièges. Donc, s'ils se détachent de la structure, on n'a aucun moyen de savoir à quel rang était le siège en question. Les câbles sont un problème à l'heure actuelle aussi. Des caméras filmant au ralenti sont installées dans l'avion. Celles-ci, centrées sur les 2 mannequins, vont filmer pour la première fois la réaction d'un corps humain lors d'un accident. Nous avons l'opportunité de rassembler le plus d'informations possible, et ce, à travers ces caméras, ce qui est complètement unique. On a la chance de voir précisément l'impact grâce à une vidéo de haute qualité. Big Flo est désormais prête à voler dans l'histoire. En 1984, la NASA avait déjà réalisé un premier crash test. Les préparations avaient duré 4 ans et coûté près de 18 millions €. Malgré une 60aine de répétitions préalables, la NASA a perdu le contrôle de l'avion lors de l'approche finale. Un échec total pour les scientifiques de l'agence américaine.
Lorsqu'ils se sont écrasés, au lieu d'avoir détaché les ailes entre le moteur et le fuselage, ils ont coupé en deux le moteur. En faisant cela, le moteur a pris feu. L'incendie a pris une ampleur bien plus grande que ce à quoi ils s'attendaient. Le feu qui est la terreur première ou le premier risque d'un crash d'avion. Aujourd'hui, on n'a pas trouvé de carburant qui soit ininflammable. D'ailleurs, la NASA, il y a quelques années, a fait des crash tests pour voir l'inflammabilité du carburant. Ça a été raté, et ça s'est embrasé complètement. Mais c'était aussi pour étudier les matériaux à l'intérieur de l'avion, pour savoir si ça dégage pas trop de fumée, comme ça s'est produit malheureusement sur un autre accident où tout le monde a été asphyxié. Avec 9463 litres de carburant dans les réservoirs sous les ailes de l'avion, les scientifiques doivent éviter ce qui s'est passé lors de l'expérience ratée de la NASA. Demain, nous allons marquer l'histoire avec un Boeing 727, l'avion télécommandé le plus grand au monde. Grâce à Barney, on va établir un record à la seconde où Jim Bob quitte l'avion. Le plus grand avion télécommandé, du jamais vu. Aujourd'hui est l'aboutissement de 4 années de préparation. Mais sur le site, une tempête de sable s'est déclenchée depuis l'aube. Ce matin, on a reçu un message disant que toutes les tentes ont été emportées sauf celle-là. Donc je suis content de voir que ça n'a pas été entièrement détruit. Le vent est très fort et ça va empirer. Les vents forts présentent un danger pour les pilotes qui doivent sauter en parachute. Ok, je vous informe que l'on vient de mesurer le vent à hauteur de 15 mètres, 1,5. La vitesse du vent est actuellement de 52 km/h, avec des rafales à 60, donc hauteur de 15 mètres, 1,5, rafale de 60 km/h, donc forcément beaucoup trop rapide pour le saut. L'équipe est avertie de la tempête. Le vent s'est levé et il se fait tard. Notre emploi du temps se resserre, donc on va devoir annuler pour aujourd'hui. La vitesse du vent empêche de réaliser ce vol dans des conditions de sécurité. Il ne reste plus qu'1 jour avant que le permis d'écraser l'avion n'expire. Il y a beaucoup de rafales ici. Avec un peu de chance, ça va se calmer, mais pour l'instant, c'est compliqué. Le lendemain, par chance, le vent est complètement retombé. La tension monte, on prépare tous les avions et il fait un temps magnifique. Donc je pense que c'est un bon jour pour le faire. Je suis juste ravi de le faire. Ça devrait être amusant. Tour de Mexicali, Mike November, papa, démarrage des moteurs. Fais attention à ta tête. On y va. Le départ de Big Flo est dans 10 minutes. Pouvez-vous le transmettre aux pompiers locaux? À vous. Dave Jones, bien reçu. Je répète, tous les pompiers sont en position à 1,6 km. Regarde-moi ça. Ça, c'est ce qu'on appelle des jumelles. Tout le monde est à son poste. Les derniers réglages sont effectués. C'est le grand jour et l'aboutissement de 4 ans de travail. Pourtant, rien ne se passe comme prévu.
Coupez le carburant. Vous avez eu des problèmes de carburant hier? Non. Pouvez-vous dire à Big Flo que l'équipe Marchetti est en train de vérifier son moteur? Il n'a pas fonctionné. Big Flo? J'écoute. Marchetti est en train de vérifier son moteur. Il y a un problème avec le joint de la pompe à carburant. C'est cassé? Malheureusement, il n'y a rien à faire, hein. C'est en train de se vider. Et il n'y a pas d'autre pompe à carburant. Donc la pompe à carburant est cassée? Ouais, c'est cassé. C'est fini pour Marchetti concernant le crash. Juste allez là-bas et tirez-vous d'ici. Notre bouchon de carburant est cassé. C'est une question de sécurité. On se retrouve simplement sans Marchetti, malheureusement. Et le plan B? Le plan B, c'est exactement la même chose, sauf qu'on va voler avec le 337 Skymaster que Chip et moi avons piloté. Lors des anciens essais, le Cessna 337 était trop lent pour suivre le 727. Ok, Ombre, c'est entre toi et moi maintenant. Tour de Mexicali, X-Ray, Bravo, Mike, November, Papa Taxi, dès que Skymaster est prêt pour le décollage. Rappelle-moi de garder cette antenne haute. Bien sûr. Ok, prêt pour rouler sur la piste, en position, attendez qu'on vous dise qu'on est prêt. Big Flo se déplace sur la piste. Big Flo se déplace sur la piste. C'est la toute première fois que je sais qu'un avion ne reviendra pas. D'habitude, quand je suis sur ma fréquence, je dis au pilote « bon vol ». Mais là, je ne vais pas le dire. Je vais juste dire « bye bye ». Je pense que je vais être très triste. On y est, ça indique 265 km/h. Oui, 265 km/h. Avec un peu de chance, on peut s'accrocher. La vitesse d'approche du 727 est à peu près celle de la vitesse maximale du 337. Ils peuvent avoir 16 km d'avance, donc ce que tu peux faire, si tu es en retard, c'est de piquer du nez, prendre de la vitesse et reprendre ta position. On doit rester à l'intérieur pour le virage. Ils peuvent utiliser le rayon du virage et rester à l'intérieur pour le rattraper. Ils sont du mauvais côté. Prépare-toi à récupérer. Je viens de ton côté, tu l'as? Coming to your side now. Got him? Non. Oui. Malheureusement, on doit vraiment éviter tout dégât thermique. Parce que ça nous aspirerait 5 nœuds d'un coup. Et là, on est foutu. Compris? Je l'ai. Big Flo se maintient à 220 km/h. Un peu trop rapide pour le 337, un peu trop rapide. Une fois que les parachutistes sont sautés, ils peuvent ralentir, descendre de 5 nœuds, donc ils peuvent ralentir après. Chip, t'en penses quoi? Faisable, mais pas très exact, mais on va faire de notre mieux. Ok, vous êtes prêts? On est prêts. Les deux avions se dirigent vers un point de rencontre pour un saut en tandem. Altitude 1800 mètres. À vous. 5 minutes avant les sauts en tandem. 5 minutes avant les sauts. Bon voyage. À plus tard.
30 secondes. Sortez, sortez, sortez. Allez, allez, allez! Deux parachutistes ont sauté, je répète, 2 parachutistes ont sauté. Confirmé, 2 parachutistes ont sauté. Excellent. Deux bons parachutes. Jim Bob, les 2 tandems ont atterri en sécurité. Jim Bob. C'est toi et moi contre le monde entier. Quelle est votre vitesse? Vitesse 200 km/h. Ils s'éloignent encore de nous, je suis au maximum. Vous vous éloignez de nous? La vitesse de vol n'a pas changé. C'est bon, on lège un peu, pique un peu du nez et on va les rattraper. C'est parti. J'informe l'équipe que Scott et moi allons sortir ensemble à 750 mètres. Reçu. J'enclenche le virage d'approche finale. Ok, voilà l'émetteur. Là, c'est la phase la plus critique de tout l'événement. Bon enclenchement. Ça te va? Un peu plus et c'est bon. L'avion est maintenant télécommandé. 20 km, 1500 mètres d'altitude. Plus besoin de ceinture de sécurité. Plus ou moins. Moins. 17 km, 1300 mètres d'altitude. C'est incroyable. Je ne vais pas vous mentir, on attend ce moment depuis bien trop longtemps. 14 km, 1000 mètres d'altitude. Jim, Bob et Elvis vont quitter le cockpit. Bonne chance. Jim Bob a quitté son siège. Les parachutistes ont sauté. Les parachutistes ont sauté. 2 bons parachutes. Bravo. « 8 km, 609 mètres. Les 2 parachutistes sont au sol et ont l'air d'être en sécurité à vous. Ok mec, tout dépend de toi et moi. Accroche-toi. Pas de soucis, on a juste quelques dégâts thermiques. Ok, je vois. « 6 km avant impact. 6 km. 366 mètres et un peu haut.
Là, c'est le moment critique. C'est là qu'il essaie de tirer dans le mille, donc il fait ses derniers ajustements. 3 km, 3 km. 243 mètres. On arrive, on ralentit. Ça y est. 1 km 6, 121 mètres. Adios, Big Flo. Adios, Big Flo, adios. Largage, largage, largage. Wow, on est un peu court. Voilà l'impact. Bien reçu. J'ai l'impression que l'avion s'est cassé en 3 morceaux. C'est la chose la plus spectaculaire que j'ai vue toute ma vie. On est un peu en arrière. Ouais. Merde, on aurait dû avoir la Marchetti. Ouais. Les pompiers se dirigent vers l'impact. Il est possible que l'avant du fuselage ait pris feu. Ce serait bien d'aller vérifier ça. Des fumées sortent des moteurs. Il est encore trop dangereux de s'approcher des débris. L'équipe de sauvetage envoie un drone pour voir de plus près. D'après le drone, il n'y a pas de feu. Néanmoins, les moteurs tournent toujours. Regarde-moi ça, les moteurs tournent toujours. Bien sûr. Si une ligne de carburant s'est rompue, un incendie pourrait se déclencher et mettrait en péril toutes les données à bord. Dans les réservoirs, il reste des centaines de litres de carburant. David Jones préfère ne pas prendre de risques. Ils vont mettre de l'eau dans le moteur parce qu'il tourne encore. Oui, celui que vous voyez là-bas. Alors ce moteur tourne encore à 100%. La bonne nouvelle, c'est qu'il peut continuer à tourner comme ça sans qu'il se passe quoi que ce soit pendant 8 heures. La mauvaise nouvelle, c'est que les lignes de carburant pourraient rompre. Pour être sûr, on va arroser le moteur, ce qui le ralentira et l'arrêtera. Le but, c'est de l'arrêter sans mettre le feu pour essayer de conserver le fuselage. Robin, c'est Roger, depuis le lieu du crash. Les moteurs sont arrêtés. Les moteurs sont arrêtés. Ils mettent un minimum d'eau sur l'aile. À vous.
Le gouvernement mexicain souhaite que les analyses commencent dès à présent. Ok, on va aller vérifier ça. L'équipe scientifique est pressée de constater les résultats. Anne est la première à bord. Cette zone de la cabine a l'air relativement intacte. Concernant la structure, il semble qu'aucun des compartiments de rangement au-dessus des sièges ne se soit écroulé. La seule chose qui soit tombée est cette bordure. Donc ça ressemble à du désordre, mais tout a l'air plutôt en bonne forme. Bienvenue dans la soute. Tom, l'expert en force d'impact, vérifie la coque qui a supporté tout le poids de l'impact. Si la soute avait été remplie, il y aurait eu assez de déformations pour que les sacs aient été poussés et qu'ils aient traversé le sol de l'avion. Pendant ce temps, Cindy se dirige vers ses passagers de haute technologie. Nos mannequins sont vraiment sur le côté. Il y a des taches de peinture sur la tablette. Cette peinture est vraiment efficace. Elle nous indique exactement les endroits où se sont cognés les mannequins. Si vous regardez en bas, vous pouvez voir l'angle du pied. Il est plaqué contre le repose-pied. Je pense qu'on a un cas de cheville cassée, mais on verra avec les données. Donc lui, c'est notre mannequin qui n'était pas en position de sécurité. Évidemment, il s'est cogné très fort contre la tablette. Donc je pense qu'il aura une commotion cérébrale. Et celui-là, sûrement une jambe cassée. Lequel est mieux? Ça dépend. S'il n'y a pas le feu, une jambe cassée, c'est rien du tout. Mais s'il y a le feu, avoir une jambe cassée, c'est un vrai problème. Celui-là, on ne l'a pas attaché parce qu'on voulait voir ce que ça faisait en comparant un mannequin attaché et un autre pas attaché. Et là, il a fait ce qu'on appelle le sous-marin, c'est-à-dire quand son corps glisse sous le siège, ce qui est typique d'une personne non attachée. Il y a un sac là, c'est le sac numéro 2. Oui. Les compartiments au-dessus des sièges, qui contenaient des sacs, ne se sont pas ouverts, ce qui est une bonne nouvelle pour les passagers. Le 26 était lourd, le 18 léger. Pour les passagers qui survivent à ce genre d'impact, le plus grand défi est de sortir de l'avion. Attention, attention au coude. Si un passager est assommé, les autres devraient l'aider à sortir. Ce mannequin est de la taille normale d'un homme. Imaginez si vous étiez un peu plus gros. C'est très difficile de s'en sortir. Ce crash test est non seulement spectaculaire, mais il est surtout très instructif. Pour ce journaliste, spécialiste de l'aviation, il permet de mieux comprendre la réaction des survivants. En état de choc, certains d'entre eux peuvent avoir des réactions complètement irrationnelles. Il faut imaginer quand même qu'on est dans un espace confiné, une carlingue qui vient d'entrer en contact avec la Terre. Il y a des dégagements de fumée, on n'y voit strictement rien, des effets de panique, des gens qui sont pris par une réaction qu'on appelle la tunnelisation, c'est-à-dire qu'ils vont bloquer sur quelque chose. Par exemple, ils vont remonter à contre-courant de tout le monde qui est en train d'évacuer pour aller chercher un bagage. Et tous les gens qui ont connu des crashs, à qui on en parle, disent que c'est vrai que ça relève un peu c'est un peu quelque part une sorte de roue de la fortune. On ne sait pas très bien pourquoi on est sauvé, on ne sait pas très bien pourquoi on meurt. Vos bagages à main les plus lourds doivent être placés sous le siège devant vous. Les autres peuvent être rangés dans les coffres. Les portes et issues doivent rester dégagées de tout bagage. Anticiper les réactions des passagers et répéter les consignes de sécurité. Ces procédures sont obligatoires avant chaque vol, quelle que soit la compagnie. En cas d'accident, le personnel à bord est en première ligne pour organiser l'évacuation et prodiguer les premiers secours. Dans ce hangar près de l'aéroport de Roissy, ces stewards et hôtesses d'Air France reçoivent chaque année 2 semaines de formation. Mesdames, messieurs, détachez votre ceinture, restez assis. Ici, des maquettes d'avions grandeur nature permettent de répéter les gestes qui sauvent. Au programme, évacuation d'urgence ou extinction d'un feu en plein vol. Le personnel de cabine répète inlassablement les gestes d'urgence adaptés à toutes les situations critiques.
Ce sont toutes ces procédures qui garantissent aux passagers une évacuation optimale. Si les passagers paniquent à bord, ils font bouchon au niveau des issues de secours, il doit y avoir une information passager. Finalement, à chaque vol, lorsqu'on dit les ceintures, etc., bon, on revient à ces fondamentaux et on leur dit restez calme, attendez les ordres, etc., etc., ce qui n'est pas facile, mais il y a une éducation des passagers à avoir pour qu'ils puissent sortir avec une fluidité parfaite, parce que sortir en moins de 90 secondes sur un seul côté d'un avion, c'est quand même pas facile. Peu de personnes réussissent à évacuer d'un avion qui vient de s'écraser. Jean-Marie Schreiber n'oubliera jamais ce moment où l'impensable est arrivé. Il y avait un petit peu de panique, incontestablement, mais moi je suis sorti pratiquement le premier, donc je n'ai plus vu ce qui se passait à l'intérieur de l'avion. J'ai toujours vu encore les gens qui sortaient, qui glissaient sur les toboggans. À l'arrière, je n'ai pas vu parce qu'il y avait du feu. Donc, mais à l'arrière, les gens étaient un petit peu... Ils avaient moins de chance parce que les toboggans avaient crevé. Hein, ils avaient été percés, donc ils avaient crevé. Et les gens, à ce moment-là, ils sautaient pratiquement de plus d'1 mètre. Et puis, c'est là qu'il y a eu quelques blessés, des foulures, même quelques fractures. On roulait toujours sur la piste d'atterrissage avec les freins à fond, en sachant que de la fumée sortait déjà de l'arrière de la cabine. Et pourtant, on n'était toujours pas arrêté. On ne pouvait toujours pas sortir. Les portes n'étaient toujours pas ouvertes. Et c'est là que la pression a commencé à monter. En 1 minute 30, cet avion s'est transformé en un piège mortel. 131 passagers ont lutté pour sortir par les 6 sorties de secours. 54 personnes ont péri. Cette fumée noire et âcre. Une inspiration de ça et vous vous effondrez. 2 inspirations et vous mourrez. Le désastre de Manchester a donné lieu à des améliorations de sécurité, comme par exemple l'agencement des sièges près des sorties de secours. Notre crash dévoile d'autres risques inattendus. Une des choses les plus importantes que j'ai appris grâce à notre crash, c'est que lorsque l'on regarde les évacuations, les câbles et les panneaux, même s'ils sont légers, ils empêchent de manière importante aux passagers de sortir de l'avion. C'est un sérieux problème pour l'évacuation. Et cette information est importante car elle informe les fabricants qu'il faut modifier l'aménagement des avions. Comme elle l'a fait de nombreuses fois auparavant, Anne traverse le champ de débris. Elle mesure la distance entre les débris et découvre que le siège 7A a été catapulté à 153 mètres de la zone d'impact. Il ne reste plus que les dossiers. Il est clair que les passagers assis à ces sièges n'auraient pas pu survivre. Cela fait partie des responsabilités d'Anne d'expliquer aux familles ce qui a tué leurs proches. Ici, c'est comme si on était sur un champ de bataille. Si c'était un vrai crash avec des personnes à bord, il y aurait encore les corps des personnes mortes. Je pense que quand les familles viennent sur le site, elles veulent des réponses. Parfois, c'est pour faire le deuil, voir l'endroit où leur proche est mort et essayer de comprendre ce qu'il s'est passé. Revenir sur les lieux du drame pour mieux comprendre. 25 ans après la catastrophe d'Absheim, Jean-Marie Schreiber se recueille souvent sur ce petit aérodrome. Aujourd'hui, il cherche toujours à comprendre les raisons de ce crash. Ils attendaient la venue de l'A320, et puis il est venu, et vous savez la suite, il s'est planté là-bas dans les arbres, en bout de piste. Seule une stèle commémorative témoigne encore de la tragédie.
Elle se trouve dans la forêt, à l'endroit exact où l'avion s'est écrasé. Je sais qu'il y a des gens qui sont restés traumatisés presque à vie, hein, qui ont mis beaucoup de temps à se défaire de ce ressentiment, qui ont... Voilà. De temps en temps, je me dis, bon, ben c'est vrai, j'ai 25 ans de rab, je devrais être de l'autre côté depuis bien longtemps. Ou alors, quand il y a un crash d'avion ou quelque chose, ça remémore un petit peu. On essaye de voir s'il y a des similitudes entre les deux, voilà. À chaque crash, les effets post-traumatiques sont dévastateurs. Regardez-moi ce cockpit. Il a été entièrement séparé du reste de l'avion. C'est un peu bizarre, sachant que c'est là où je suis assis d'habitude. Et là, je me rends compte de ce qui pourrait m'arriver. La boîte noire a l'air intacte. Donc je vais la débrancher et l'envoyer pour être lue. Avec un peu de chance, ça nous donnera les périmètres de notre crash. C'est seulement après avoir récupéré les données de la boîte noire, étudié la position des mannequins et examiné l'impact milliseconde par milliseconde que l'équipe va pouvoir révéler ce qu'il se passe à l'intérieur d'un avion quand il s'écrase. Ok, donc ça a du sens puisque j'ai 1, 2, 3 après l'impact initial, c'est ça? C'est ça. Donc on a l'impact initial et puis on a 1, 2, 3. L'équipe va maintenant analyser les résultats de l'expérience et enfin pouvoir tirer les leçons qui pourraient un jour sauver des vies. Je pense que ça, c'est la roue qui traverse le sable, et ça, c'est l'engrenage principal qui s'enfonce dans le sol. C'était fantastique d'avoir vu ce crash. On a tout vu depuis le début, et puis tout s'est déployé de manière réaliste. On ne voit jamais ce genre de choses dans un labo. Des caméras à grande vitesse, ainsi que les enregistrements de données à travers le fuselage, ont permis de réaliser une simulation du crash en images de synthèse. On avait un mannequin en position de sécurité et un autre qui ne l'était pas. C'était une opportunité incroyable de pouvoir comparer les deux et nous permettre de décider quelle position il faut adopter lors d'un crash. Cindy veut savoir si la position de sécurité, avec les mains sur la tête, est la meilleure pour minimiser les blessures ou la mort. Les témoignages des survivants sont généralement peu concluants. Ça va tellement vite. 5-6 secondes, on n'a pas le temps vraiment de réfléchir. Hein. Les gens qui vous disent que quand la mort arrive, on vous voit toute la vie qui défile. Hein. Non, moi je n'ai rien vu défiler, hein, si ce n'est les arbres à travers les bibelots. Bon, évidemment, ce qu'on fait, on se recroqueville un petit peu sur soi-même, mais sans vraiment penser aux positions que vous a indiquées l'hôtesse lors du début du vol. Je me rappelle qu'à l'époque, la position de sécurité était qu'on devait tendre nos jambes devant nous. J'ai pensé que comme j'étais à l'avant de l'avion, mes jambes allaient toucher le sol en premier. Donc je me suis dit que je n'allais pas faire ça. J'ai mis mes pieds sous mon siège, ce qui est la position de sécurité actuelle. Assis dans la même position que nos deux mannequins, Nick Stevenson s'en est sorti vivant. J'imagine que la position de sécurité avant l'impact est importante. Mais je ne peux pas vous le dire d'après mon expérience. On ne nous a donné aucune instruction. Suzanne Lord n'était pas en position de sécurité et était toute droite lorsque son avion s'est écrasé. La vidéo au ralenti révèle pour la première fois exactement ce qu'il se passe avec le corps humain lors d'un impact.
Donc, nous avons notre mannequin en position de sécurité à l'avant et notre mannequin qui ne l'est pas derrière lui. Regardez ses jambes, la pression sur ses tibias. Du coup, le poids de la personne ne permet pas à la jambe de se relever. Le poids pousse les pieds sous le siège en frappant le repose-pied. Je ne sais pas si les chevilles se casseraient. Mais ce qui est sûr, c'est que cette personne aurait du mal à marcher immédiatement. Ça lui ferait mal. Mais avec l'adrénaline, elle pourrait sûrement courir. Mais si c'était plus grave, avec une cheville cassée, elle n'aurait pas été capable de sortir de l'avion. Quand je me suis levé lors de l'accident, le siège s'est levé avec moi. Je me suis rendu compte que j'étais encore attaché. Quand je me suis relevé, dès que je mettais mon poids sur ma jambe gauche, j'avais une douleur incroyable. J'ai vérifié et mon pied était à l'envers. Je me suis rendu compte qu'il était cassé. Est-ce que le mannequin qui n'était pas en position de sécurité s'en serait mieux sorti? Si on regarde de plus près, dans la zone des lombaires et de la hanche, il y a des inflammations qui causeraient beaucoup de douleur et qui l'empêcheraient de marcher. C'est donc très embêtant. Un autre danger serait les débris volants qui pourraient heurter les passagers et provoquer des blessures très sérieuses. C'est un gros risque pour les personnes qui ne sont pas en position de sécurité. Après analyse, les deux mannequins sont blessés mais différemment, surtout au niveau de la tête. Le mannequin en position de sécurité avance de quelques centimètres seulement, alors que l'autre accélère rapidement et frappe le dos du siège de devant. C'est ça qui va créer de graves blessures au crâne. On nous a donné aucune instruction, donc on s'est tous cognés contre les sièges de devant. Je voyais trouble, je pensais avoir perdu mon œil tellement il était gonflé. En fait, je m'étais juste cognée. Les professionnels de l'aéronautique cherchent toujours à tirer des enseignements des accidents et des blessures qu'ils provoquent. Pierre Essette est un ancien pilote qui a participé à plusieurs enquêtes sur des crashs. Les résultats obtenus permettent aux constructeurs d'améliorer les équipements et renforcer la sécurité à bord. Ce qui est très intéressant, c'est quand on voit les caméras embarquées en cabine et quand on voit les mouvements des mannequins. Et là, on voit des choses très intéressantes qui arriveront dans tous les crashs. Ça, c'est absolument évident. Donc, vous voyez que le mouvement automatique de tous les passagers qui n'ont qu'une ceinture, ça va être évidemment d'avoir un geste vers l'avant et même de taper assez fort du front sur le siège qui est devant. Donc, tous les sièges maintenant de passagers sont évidemment rabattable. Il n'y a plus aucun siège fixe, justement, pour ne pas blesser le passager. D'après tout ce que nous avons vu, je recommande d'adopter la position de sécurité et de se protéger la tête. C'est ce qu'il y a de plus sûr. Vous êtes moins vulnérable et c'est ce que je ferais si j'étais dans un avion qui s'écrase. L'expérience de crash est importante également pour cet ancien commandant de bord, car il permet de prendre en compte, lors d'un atterrissage d'urgence, le lieu idéal où l'avion devrait se poser. Ce crash est tout à fait, j'allais dire, unique dans son genre. Mais si un avion devait atterrir sur du sable ou de la terre, ce serait très certainement comme ça que ça se passerait. Ça, c'est évident. Donc, en tant que pilote, si nous avons le choix, nous irons plutôt sur du macadam, sur du dur, sur du béton, sur une surface, j'allais dire, bitumée, que dans la terre ou dans le sable. Pour cet ancien pilote de ligne, ce crash nous montre comment l'avion réagit lors d'un atterrissage forcé. La différence entre du bitume, du sable ou même de l'eau. Tout est différent. Mais le vécu du pilote rentre également en ligne de compte. L'expérience pilote est intéressante, non seulement pour résoudre des problèmes qui n'ont pas été prévus, mais en plus,
Ce qui est important, c'est la connaissance de la ligne. Il y a des exemples. Bon, on reparle de la baie d'Hudson. Pourquoi il a réussi à amérir? Parce qu'il avait cette expérience. C'était un ancien pilote militaire qui était embarqué sur des porte-avions. Donc ça ne lui faisait pas peur d'aller amérir. Et puis il a jugé tout de suite si, à 3000 pieds, à 1000 mètres, il était capable d'atteindre un terrain ou pas. Et il a pris la décision impossible. Personne n'y croyait. Donc il l'a fait. Grâce aux données de la boîte noire, Anne peut déterminer la force de l'impact de Big Flow sur le sol du désert. Nous savons qu'un taux de descente normal est inférieur à 182 mètres par minute. Ici, la vitesse était de 457 mètres par minute. Assez de force pour casser le fuselage, détacher le train d'atterrissage et les ailes. Le train d'atterrissage droit a percuté la cabine à 225 km/h. On peut voir sur le côté du fuselage que le caoutchouc a laissé une trace sur la peinture. Anne utilise une des caméras à bord de l'avion pour regarder cet événement image par image. Je regarde l'aile droite à travers l'une des fenêtres de la cabine. Là, il y a impact, donc on peut voir une déformation. On voit le volet être poussé vers le haut et les roues sont propulsées vers le haut, à côté de la fenêtre. Si j'étais le passager assis là, j'aurais eu vraiment peur. Bien que ce soit terrifiant pour ceux assis à côté, la bonne nouvelle est que le train d'atterrissage a réagi comme il le devait. Lors d'un crash, le train d'atterrissage est censé se détacher pour ne pas s'enfoncer dans les réservoirs de carburant qui se trouvent dans les ailes et causer une explosion. Le train d'atterrissage à l'avant est conçu différemment et n'est pas censé se détacher. L'avion pique un peu du nez. Cela veut dire que le train d'atterrissage avant touche le sol en premier. Mais il n'est pas conçu pour ce genre de situation. Ce qu'il se passe ensuite, c'est que le train d'atterrissage du nez heurte le dessous du fuselage. Le cockpit se plie en arrière, heurte l'aile de gauche et est projeté en arrière, alors que le reste du fuselage continue à avancer. Tous les avions modernes sont conçus ainsi. S'ils avaient été élaborés pour ne pas se détacher, l'équipage aurait-il survécu? L'avion en entier? Probablement 11 secondes. Le travail de Tom est de voir comment les forces de l'impact ont touché les passagers lors du crash. Donc ce que j'ai trouvé, c'est qu'évidemment, l'avant avait plus d'accélération et plus de force. Grâce aux données, on peut mesurer le temps que mettent les forces du crash pour se propager de l'avant à l'arrière. C'est intéressant de voir cela. L'impact initial a créé des forces incroyables qui ont détruit le nez de l'avion et qui auraient sûrement tué les pilotes. Ces forces ont touché les passagers de deux manières, par l'avant et par en bas. Dans la zone de devant, les forces de l'impact sont montées jusqu'à 12 G, soit 12 fois la force de la gravité. Les passagers à cet endroit auraient sûrement péri. Ces forces mettent 1 millième de seconde pour atteindre le milieu de l'avion et sont redescendues à 8 G. Les passagers assis dans cette zone auraient survécu avec des blessures mineures. 1 millième de seconde plus tard, les forces atteignent le fond de l'avion, à 6 G, soit la moitié des forces de l'avant. C'est semblable à la force d'une auto-tamponneuse. L'absorption du choc est une donnée fondamentale, qui est prise en compte lors de la conception de la carlingue de l'avion. Il y a un facteur amortissement de la structure de l'avion qui va être très important, parce que la structure de l'avion, on va absorber. Donc c'est pour ça qu'on a des... Quand vous regardez
De temps en temps, par un hublot, vous voyez les ailes qui bougent un peu. Et vous dites, oh là là, est-ce que c'est bien? Non. Eh bien, c'est un peu comme le chêne et le roseau, c'est-à-dire que l'aile qui bouge est beaucoup plus solide que l'aile qui serait fixe, et beaucoup plus résistante. Eh bien, c'est un peu pareil pour les fuselages. Donc, on a dans les matériaux maintenant qui sortent, on a des matériaux qui amortissent, qui sont un peu plus souples, qui permettent d'amortir le choc. Donc, même s'il y a 3-4 G, mettons si un avion se pose avec 4 G, le G ressenti sera vers 2,5 par le passager. On sait désormais que les passagers jusqu'au rang 7 n'auraient pas survécu. Il y aurait eu des morts dans cette zone. Les passagers à partir du 8e rang auraient été blessés par des débris. Les passagers du fond auraient survécu, peut-être sans blessure. Et certains auraient été capables de sortir de l'avion par eux-mêmes. Notre expérience a reproduit le type de crash le plus fréquent. Mais ils sont tous différents. Être assis à l'avant n'est pas systématiquement plus dangereux. Je me dis que finalement j'ai bien fait de rester devant, bien que souvent dans d'autres crashs c'est le nez qui prend le premier. Les victimes de l'accident de Absheim sont mortes dans l'incendie qui a suivi le crash. Le choc en lui-même n'a tué personne. Jean-Marie Schreiber a pu évacuer à temps et en est sorti indemne. Moi j'étais au premier rang, j'avais une hôtesse à côté de moi, je l'ai fait sortir et j'ai suivi après. La chance d'être au premier rang, c'est-à-dire à côté de la première porte, à l'avant. On est sorti à peu près normalement. En 1989, lors du désastre de Kegworth, Nick Stevenson était lui aussi au premier rang. C'est la queue de son avion qui a touché le sol en premier. Je ne me souviens pas de l'impact. Je me suis évanoui directement à cause de l'onde de choc. On a touché le sol et je suis tombé dans les pommes. Quand je suis revenu à moi, tout ce que je me rappelle, c'est avoir vu ce trou sur le côté de l'avion. Et je me suis dit, je vais sortir. Il y a toujours dans chaque crash une part d'incertitude. On cite souvent la loi générale qui consiste à se mettre à l'arrière de l'appareil. Et c'est vrai que dans pas mal de crashs, les survivants étaient situés à l'arrière de l'appareil, mais ça ne fonctionne pas toujours. Dans d'autres crashs, on verra que c'était les gens qui étaient aux premières places qui ont pu s'en sortir parce que, par exemple, il y avait une seule issue ouverte, il y avait un dégagement de fumée, l'avion a pris feu. Donc, c'est difficile de tirer une loi générale de ce genre d'expérience qui, néanmoins, nous amène de l'information. Aujourd'hui, l'avion reste le moyen de transport le plus sûr au monde. Tous les chiffres sont là pour le rappeler. Il existe un risque sur 11 millions de périr dans un crash. Statistiquement, il faudrait donc voler tous les jours pendant 14 000 ans avant de subir un accident. Cette sécurité maximale n'est pas le fruit du hasard. Le transport aérien est encadré par des règles rigoureuses. De la conception des avions jusqu'à la formation des pilotes, tout est strictement réglementé et surveillé de près par les autorités. Dans un bureau situé à proximité des pistes, les hommes de la DGAC étudient la liste de tous les avions qui doivent atterrir aujourd'hui. On regarde sur les CIF. Sur les pistes de l'aéroport Charles de Gaulle, ces contrôleurs partent vérifier un Airbus A320 d'une compagnie saoudienne. Il s'agit de contrôles inopinés, auxquels doivent se soumettre toutes les compagnies. On vient faire un contrôle sur l'avion, on est de la DGAC. C'est bon pour le tour avion, il n'y a rien de spécial? Vous me dites quand c'est bon pour vous, nous on commence. D'accord? Les deux inspecteurs se répartissent les tâches. L'un va faire le tour de l'avion, pour un contrôle visuel approfondi. À tout moment, s'il repère la moindre anomalie, l'avion devra rester au sol et le vol sera annulé. On regarde l'état de la bande de roulement du pneumatique, la propreté des freins d'atterrissage, le graissage et l'absence de fuite hydraulique au niveau du frein d'atterrissage. Les contrôleurs tombent parfois sur des objets incongrus au beau milieu du tarmac.
D'accord, ce qu'on peut trouver quand on fait le tour d'un avion, c'est du tombé d'un camion ou de... j'en sais rien. Pas toujours utile que ça n'a rien à faire sur le parking. Ça peut être ingéré par un réacteur et ça peut causer de gros dégâts sur le réacteur de l'avion, quoi. Le boulon indésirable est remis à un mécanicien. Rien d'autre à signaler pour l'inspection au sol. Le contrôle va donc se poursuivre à l'intérieur de l'avion. Si l'avion n'est pas conforme, les autorités peuvent exiger des réparations immédiates. Là, on regarde, c'est tout le suivi technique de l'appareil. Le carnet d'entretien de l'appareil est particulièrement riche en renseignements. Juste des problèmes de joint au niveau du plancher à l'entrée, mais rien de majeur, que des petits défauts mineurs qui vont être solutionnés lors des prochaines visites d'entretien. Des contrôles comme celui-ci, la DGAC en effectue plus de 2500 chaque année. Pour passer avec succès ces contrôles, les compagnies doivent assurer une maintenance permanente. Pendant toute sa durée d'exploitation, un avion est soumis à des révisions régulières, établies selon un programme très strict. Des révisions ont lieu tous les 2 mois et d'autres plus approfondies tous les 4 ans. L'avion est alors inspecté de fond en comble, quasiment pièce par pièce, et remis à neuf. Pour les nouveaux appareils, la technologie est tellement avancée que c'est l'avion lui-même qui détecte ses propres anomalies. Les données sont transmises en temps réel aux mécaniciens pour préparer les éventuelles réparations. Ces informations sont retransmises au sol à des centres de maintenance qui suivent en permanence la situation des avions en opération où qu'ils soient dans le monde. L'information peut être communiquée au mécanicien qui se trouve dans l'escale et savoir quelle intervention il a à faire, quelle pièce il peut éventuellement avoir à changer, compte tenu des informations que l'avion lui-même a délivrées en vol. Aujourd'hui, plus de 5 milliards de personnes utilisent l'avion chaque année. Alors que le nombre de passagers augmente, le nombre d'accidents diminue. Ces 10 dernières années, le nombre de victimes a même été divisé par 2. Avec des avions plus sûrs et mieux entretenus, une meilleure prise en compte des facteurs humains, le transport aérien est en amélioration constante. L'expérience réalisée au Mexique permettra de mieux concevoir les futurs avions. Qui aurait été blessé? Qui aurait survécu? Quelles décisions déterminantes aurions-nous prises en tant que passagers? Notre crash a prouvé que garder sa ceinture de sécurité attachée tout le vol et adopter la position de sécurité sont des gestes simples mais essentiels. Selon nos experts, environ 3/4 des passagers auraient survécu.